Depuis le 7 octobre, plus de 220 otages de toutes nationalités et confessions sont aux mains du mouvement terroriste Hamas dans la bande de Gaza. Parmi eux, des bébés et des enfants. Kfir, 9 mois. Aviv, 2 ans. Emilia, 5 ans et ses 2 sœurs jumelles. Emma et Yuli, 3 ans. Yael, 3 ans. Avigaël, 3 ans. Raz, 4 ans. Ariel, 4 ans. Ella, 8 ans. Nav, 8 ans. Ohad, 9 ans. Ofri, 10 ans et ses 2 frères et sœurs Yuval, 8 ans. Et Oria, 4 ans. Ethan, 12 ans. Erez, 12 ans. Noam, 12 ans. Daphna, 14 ans. Sar, 16 ans. Noya, 16 ans. Amit, 17 ans. Ophir, 17 ans. Ne les abandonnons pas. Cette barbarie est un crime contre l'humanité. Notre mobilisation se doit d'être universelle pour les libérer. Ramenez-nous nos enfants. Édition spéciale. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez RCJ sur le 94.8, le DAB+, et sur notre application. Au programme de cette édition spéciale, l'actualité en temps réel avec notre correspondante en Israël, Emmanuel Ada, alors que l'opération terrestre à Gaza a été lancée. Puis nous évoquerons cette opération terrestre avec Daniel Alevi-Gotchel, conseiller aux affaires économiques à l'ambassade d'Israël à Paris. Nous en analyserons ensuite les conséquences avec Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en France. Enfin, nous recevrons Paul Amar, journaliste qui a notamment dirigé la rédaction de France 2. Voilà donc pour le programme de cette édition que l'on débute tout de suite par le journal. Le journal. La guerre dans la bande de Gaza sera dure et longue. C'est notre deuxième guerre de libération. Et donc, pour la patrie, nous lutterons sur mer, sur terre et dans les airs. Nous éliminerons l'ennemi sur terre et dans le sous-sol aussi. C'est la guerre de la lumière contre les ténèbres, de la vie contre la mort. Cette guerre est entrée dans une seconde phase depuis vendredi soir. Nous reviendrons sur les événements et les déclarations d'hier soir du Premier ministre Benjamin Netanyahou notamment dans un instant avec notre correspondante Emmanuel Ada. Benny Gantz, ancien chef d'état-major de Tsahal et ministre de la Défense, affirme que l'opération terrestre à Gaza peut contribuer à ramener les otages chez eux. Il ajoute que tous les dirigeants israéliens comprennent l'ampleur de la mission et sont déterminés à ramener les captifs. L'armée israélienne a appelé les Palestiniens à se rendre dans le sud de la bande de Gaza, où l'aide humanitaire par l'Égypte et les États-Unis va être accrue ce dimanche. Les civils du nord de Gaza et de la ville de Gaza devraient se déplacer temporairement au sud de Wadi Gaza vers une zone plus sûre où ils pourront recevoir de l'eau, de la nourriture et des médicaments, a indiqué l'armée israélienne sur le réseau social X. Les sirènes d'alerte aux roquettes ont retenti à Tel Aviv et dans d'autres villes du centre d'Israël, ainsi que dans la ville côtière d'Ashkelon au sud du pays. Les familles israéliennes des 230 otages du Hamas ont exigé des réponses de leur gouvernement. Les familles ne dorment pas, elles veulent des réponses, elles méritent des réponses, a réclamé hier à Tel Aviv Chaim Rubinstein, 35 ans, porte-parole du Forum des familles d'otages et de disparus. En début de soirée, le Premier ministre Benjamin Netanyahou les a reçus. Le chef du Hamas dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar, a évoqué dans un communiqué les conditions d'une possible libération des otages. Nous sommes prêts à immédiatement conclure un échange pour faire libérer tous les prisonniers dans les prisons de l'ennemi sioniste contre tous les otages aux mains de la résistance, a-t-il déclaré dans sa première prise de position depuis le début de la guerre, le 7 octobre dernier. Le leader du Hamas, Ismaël Haniyeh, a pour sa part déclaré « Les bombardements sur Gaza sont un nouvel holocauste. Nous avons besoin du sang des femmes, des enfants et des personnes âgées à Gaza afin de réveiller l'esprit de révolte parmi nous. » L'armée israélienne déclare avoir frappé un complexe appartenant au groupe terroriste du Hezbollah et un certain nombre de postes d'observation dans le sud du Liban en réponse à des attaques de roquettes et de missiles. À l'ONU, une résolution à l'initiative de la Jordanie et du groupe arabe sur la situation au Proche-Orient a été adoptée. Le texte demande une trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue, menant à la cessation des hostilités. Il ne fait toutefois aucune référence aux otages israéliens et ne mentionne pas le Hamas. Israël et les États-Unis ont voté contre, malgré des réserves. La France a quant à elle voté en faveur de la résolution.
En France, plusieurs responsables de gauche ont de nouveau appelé hier à un cessez-le-feu au Proche-Orient en réaction à l'intensification des frappes de l'armée israélienne sur la bande de Gaza et ont protesté contre l'interdiction de la manifestation en soutien aux Palestiniens à Paris. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a dénoncé une riposte devenue vengeance. Pendant que Gaza étouffe sous les bombes et la privation, les colons avancent en Cisjordanie. La France et l'Europe doivent monter sur la table et faire entendre avec force un chemin pour une paix durable. Cessez-le-feu, a-t-il écrit sur X. La gauche s'est également en effet élevée contre l'interdiction de la manifestation pro-palestinienne à Paris. Il y a des manifestations dans le monde entier pour exiger un cessez-le-feu à Gaza. Il n'y a qu'ici que la liberté d'expression est bâillonnée, a fustigé Olivier Faure. Ce sont en effet plusieurs manifestations en soutien à Gaza qui ont eu lieu ce week-end à Londres, à Hambourg ou encore à Paris où elle était interdite. Des débordements ont pu être observés. À Londres, des manifestants ont attaqué les policiers au cri d'Allahu Akbar. À Hambourg, des drapeaux d'Al-Qaïda ou encore des talibans ont été brandis. Et à Paris, ce sont les Juifs qui ont été désignés comme responsables de la situation par certains manifestants. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a annoncé hier soir sur BFM TV des centaines de verbalisations lors de cette manifestation interdite, ainsi que le blocage des participants. À 20h30, 21 interpellations et 1359 verbalisations ont été réalisées selon un nouveau bilan de la préfecture de police de Paris. Monsieur Nunez a expliqué que les forces de l'ordre avaient encerclé les manifestants pour les empêcher de partir en déambulation. Il a chiffré entre 3 et 4 000 le nombre de participants. Et enfin, plus de 400 personnes ont été interpellées en France pour des actes antisémites depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, selon des déclarations du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti à la Tribune dimanche. Sur les plus de 800 actes antisémites recensés en 21 jours, 406 interpellations ont été effectuées et sur les quelques 5300 signalements reçus par la plateforme Pharos, 300 ont donné lieu à une judiciarisation, a affirmé M. Dupond-Moretti à l'hebdomadaire. Le ministre de la Justice n'a pas détaillé la nature de ces actes. Des peines de prison ferme ont été prononcées, a-t-il ajouté, estimant qu'il fallait réagir fermement et rapidement face à des actes qui n'ont rien à faire dans notre pays. Vous écoutez RCJ, il est 11h07 avec le changement d'heure et nous sommes en ligne avec notre correspondante en Israël, Emmanuel Ada. Bonjour Emmanuel. Bonjour Elsa, bonjour à tous les auditeurs. À l'instant même où je vous parle, de violentes explosions viennent d'avoir lieu dans le centre d'Israël, aux alentours de Tel Aviv. Je ne suis pas allée à l'abri comme j'aurais dû le faire puisque j'étais en ligne avec vous. Faites attention à vous et n'hésitez pas si vous devez couper le direct pour y aller à un moment donné. Vous souhaitiez, Emmanuel, dans un premier temps, nous parler de cette offensive à Gaza, bien sûr, et des premières victimes militaires. Tout à fait. Au cours des opérations nocturnes menées par l'armée israélienne dans le nord de la bande de Gaza, un officier de Tsahal a été grièvement blessé par un obus de mortier et un autre combattant a été sérieusement atteint lors d'affrontements avec des terroristes. Les deux militaires ont été transportés à l'hôpital. Revenons à présent à la chronologie des événements de ce Shabbat. C'est vendredi soir que tout a commencé, il me semble, Emmanuel. En fait, l'offensive terrestre à Gaza ne s'est pas faite par surprise, mais par palier. Comme vous le savez, Tsahal est intervenu par 2 fois dans la bande de Gaza avec l'armée de terre. Elle en est immédiatement ressortie. Mais vendredi soir, effectivement, la véritable offensive a eu lieu. Le porte-parole de Tsahal, Daniel Haguiri, a annoncé que depuis vendredi soir, donc l'armée intervenait avec des forces blindées, des unités de l'ingénierie et des fantassins dans le nord de la bande de Gaza. Il est évident que l'activité militaire s'est intensifiée et que toutes les forces militaires de Tsahal prendront part au combat. Aujourd'hui, ce sont les meilleurs commandos de Tsahal qui sont en avant-poste. Mais sous la pression américaine, Tsahal va laisser entrer par le passage de Rafia des camions humanitaires. L'armée israélienne appelle les Palestiniens à rejoindre le sud de Gaza où l'aide humanitaire va être accrue. Et puis dans son point presse quotidien, le lieutenant-colonel Daniel Haguiri a précisé que les opérations se poursuivaient comme prévu dans le nord de la bande de Gaza. Nous étendons progressivement notre action terrestre et l'ampleur de nos forces. L'opération au sol est complexe, elle comprend des risques, également
pour nos forces. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir depuis les airs, la mer et la terre afin d'assurer la sécurité de nos soldats et d'atteindre les objectifs de la guerre. Et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, dit-il, pour ramener les otages à la maison. C'est une priorité absolue. Les avions de Tsahal ont frappé quelques 450 cibles du Hamas dans la bande de Gaza au cours de la journée de samedi. Les cibles comprenaient des centres de commandement du Hamas, des postes d'observation et des positions de lancement de missiles guidés anti-chars selon Tsahal. L'armée a également étendu ses opérations terrestres au cours de la nuit avec l'entrée de forces supplémentaires. Hagari a ensuite évoqué la situation dans le nord d'Israël. En riposte à des tirs en provenance du Liban et vers la frontière nord, nous avons attaqué des cibles militaires et des infrastructures du Hezbollah. Tout commando du Hezbollah qui s'approchera de la barrière de sécurité sera éliminé. Concernant la population civile, elle a un comportement remarquable, a-t-il déclaré. Tout le monde suit scrupuleusement les directives de la défense passive. Il a assuré que la population serait informée de tout changement éventuel. Et puis sur le troisième front, en Judée-Samarie, Tsahal, le Shin Bet et Magav opèrent ensemble dans les territoires pour dépister les terroristes et les arrêter. Tsahal a confisqué une quantité d'armes impressionnantes stockées et cachés dans ces villages. Plus de 1300 terroristes recherchés ont été arrêtés depuis le début de la guerre. Daniel Hagari a conclu en rappelant une nouvelle fois qu'il était de tout cœur avec les familles des otages et que les soldats de Tsahal combattaient pour les ramener à la maison. D'autres événements ont également eu lieu dans la journée de samedi. Oui, des roquettes ont été tirées pendant Shabbat sur la région du Gush Dan, notamment à Tel Aviv, Bat Yam, Holon. À Tel Aviv, un immeuble a été sérieusement touché. À Kiryat Ono, près de Tel Aviv, une roquette est tombée entre des immeubles, a provoqué un incendie de plusieurs véhicules, mais on ne déplore aucune victime, fort heureusement. Le Premier ministre et sa femme ont rencontré les familles des otages pour la deuxième fois. Alors le Premier ministre Benjamin Netanyahou a rencontré donc samedi soir les représentants des familles des otages retenus à Gaza. Il était accompagné de son épouse. La réunion a eu lieu à la Kiryat, le quartier général de l'armée à Tel Aviv. Les familles des otages ont demandé que toutes les négociations possibles en faveur de la libération de leurs proches doivent être prises au sérieux. Netanyahou a lui déclaré: nous n'avons pas cessé un instant nos efforts pour ramener les otages et nous les poursuivrons sans interruption. Nous mettrons tout en œuvre pour les ramener à la maison. Cela fait partie intégrante des objectifs de l'opération que nous sommes en train de mener. En échange, alors le Hamas, sous pression militaire bien sûr depuis vendredi soir, a proposé par son porte-parole Sinwar un échange tel que tous les prisonniers sécuritaires palestiniens qui sont dans les prisons israéliennes pourraient être échangés contre les otages israéliens. Israël n'a pas tenu à répondre à cette proposition, ne voulant pas faire le jeu du Hamas. Et de son côté, l'ancien chef du Mossad, Yossi Cohen, affirme que les négociations pour la libération des otages à Gaza peuvent se poursuivre alors même qu'Israël s'efforce d'atteindre son objectif militaire et d'éliminer le Hamas. Nous ne pouvons pas attendre tranquillement des propositions d'accord sans entrer dans la bande de Gaza, a déclaré Cohen. Il est possible et nécessaire d'éliminer le Hamas simultanément, d'être ouvert à la médiation de futurs accords pour la libération des otages. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a nommé son allié Gal Hirsch en tant qu'émissaire pour les otages, mais Yossi Cohen, l'ancien chef du Mossad, serait également impliqué dans les négociations en coulisses. C'est enfin une conférence de presse conjointe avec le ministre de la Défense et Benny Gantz, ancien chef d'état-major, qui s'est tenue hier soir. Oui, c'est une conférence de presse importante puisque le Premier ministre a accepté de répondre aux questions des journalistes avec des points que j'aimerais reprendre pour nos auditeurs, des points qui sont très importants dans ces différentes interventions. Tout d'abord, celle du Premier ministre qui a dit que notre existence en tant que peuple sur notre terre était mise en jeu et que nous menions une nouvelle guerre d'indépendance. Donc il s'agit bien d'une guerre existentielle, le Premier ministre nous l'a fait bien comprendre. Raison pour laquelle cette guerre ne se terminera pas tant que l'ennemi terroriste ne sera pas neutralisé à 100% et que tous nos otages seront rentrés à la maison. Et puis, il a quand même parlé de ce problème des questions difficiles auxquelles il faudra répondre. Il a dit qu'après la guerre, tout le monde devra répondre à des questions difficiles sur les manquements de Tsahal et des services sécuritaires, y compris moi, a-t-il ajouté. Il y a eu un énorme échec ici et cela fera l'objet d'une enquête approfondie. Et il a également déclaré que tout l'échec
chef du gouvernement soit en ces jours une seule voix unique, que toutes les divergences d'opinion sont mises de côté et que le but commun de cette guerre est de gagner et que nous sauverons notre pays. La pression internationale n'a cette fois aucune influence sur les décisions que le gouvernement israélien va prendre. Seul compte pour nous la sécurité de nos citoyens, la victoire de nos soldats et le retour de nos otages. Cette guerre sera longue et éprouvante, il l'a répété plusieurs fois, mais nous vaincrons, nous n'avons pas d'autre option possible. Le ministre de la Défense Galante a pris ensuite la parole après le Premier ministre. Il a tout d'abord affirmé qu'il accordait toute sa confiance aux chefs d'état-major, aux officiers de Tsahal, aux soldats, au Shin Bet et au Mossad, à toute l'infrastructure qui nous gouverne aujourd'hui. Il a ajouté que le Hamas subissait des pertes importantes comme il n'en avait jamais connues auparavant. Et puis il a souligné que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour ramener les personnes qui ont été enlevées. Nous affrontons une situation que nous n'avons jamais connue auparavant. Il s'agit d'une mission de la plus haute importance et nous savons à qui nous avons affaire. Il a terminé avec cette phrase si forte: ce sera eux ou nous. Et le ministre Benny Gantz, l'ancien ministre Benny Gantz, a déclaré que la société israélienne avait subi l'une des tragédies les plus grandes de son histoire. Il a ajouté, c'est à la suite de cela que nous combattons ensemble. Nous menons cette guerre avec détermination et responsabilité. Et pour terminer, Elsa, tout le service de santé de l'État d'Israël a mené une minute de silence ce matin à 10h. Elle a été observée par tous les médecins et le personnel de santé du pays et ils ont tous également entamé la Hatikva, tous ensemble, un moment très émouvant. Merci beaucoup Emmanuel Ada pour toutes ces précisions. Au revoir. Dans un instant, nous retrouverons Daniel Halevi-Gotshel, conseiller aux affaires économiques à l'ambassade d'Israël à Paris. Avec le FSJU, mobilisons-nous pour Israël. Engagez-vous dans l'action d'urgence. Votre aide fournira nourriture, produits d'hygiène, médicaments et réconfort aux enfants. En collaboration avec nos partenaires israéliens, La Tête, la Chavaya Israéli et le FSJU Israël, nous ciblons précisément les besoins sur le terrain, venant en aide aux appelés, aux populations dans le besoin, aux évacués des localités entourant Gaza et aux familles dans les abris. L'urgence est réelle et votre soutien est vital pour les semaines à venir. Donnez maintenant sur don.fju.org/urgence-israël. don.fju.org/urgence-israël. C'est le moment d'être meilleur. Envie d'apporter votre soutien à une cause qui vous tient à cœur? Venez rejoindre la formidable équipe de bénévoles du Fonds social juif unifié. Écoute de nos aînés, contribution à l'organisation d'événements, support administratif. Grâce à vous, le FSJU a la possibilité de continuer à mener à bien ses missions sociales, éducatives et culturelles. Mettez à profit vos compétences et partagez votre expérience en contactant Laetitia Ayoun au 06 80 50 69 88. 06 80 50 69 88. Tu as entre 17 et 30 ans, tu portes un projet innovant qui dynamise le monde juif et tu sens qu'avec un coup de pouce, ton initiative pourrait décoller, l'appel à projet Noé est fait pour toi. Si ton projet est retenu, tu bénéficieras d'une bourse jusqu'à 10 000 €, d'un incubateur de 6 mois avec des mentors, les workshops Noé et d'une visibilité média sur les réseaux du FSJU. Alors n'attends plus, dépose ton dossier de candidature dès maintenant sur noépourlajeunesse.org, rubrique appel à projet Noé. noépourlajeunesse.org. Chers auditeurs, je suis Victor Vince, directeur général du Magen David Adom. En ce moment crucial, Israël est confronté à de multiples défis. Chaque instant compte pour sauver des vies. Rejoignez-nous dans cette lutte vitale. Votre don au Magen David Adom soutiendra nos équipes médicales et de secours qui bravent tous les dangers pour protéger et soigner les citoyens d'Israël. Pour faire votre don, mda-france.org ou MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA France, association au service de la vie. Édition spéciale. Vous êtes sur RCJ, il est 11h19 pour cette édition spéciale Israël. Nous sommes maintenant en ligne avec Daniel Halevi-Gotshel, conseiller aux affaires économiques à l'ambassade d'Israël à Paris. Bonjour. Bonjour madame.
L'offensive terrestre a été lancée vendredi soir à Gaza. Est-ce que c'est la dernière étape de cette guerre à la suite des massacres commis par le Hamas en Israël le 7 octobre ? C'est une nouvelle étape qui, la principale caractéristique, au-delà des attaques de l'armée de l'air et de la marine qu'il y avait jusqu'à présent, c'est une présence plus importante sur le sol, qui avait déjà commencé d'ailleurs un petit peu avant, mercredi soir, et dans la nuit de jeudi à vendredi, il y avait déjà eu des incursions. Donc celles-ci ont été élargies effectivement depuis vendredi. Et donc voilà, c'est une nouvelle étape. Est-ce que c'est la dernière ? C'est pas à moi de le dire pour l'instant. Parmi les objectifs de cette opération terrestre, la pression mise sur le Hamas pour la libération des otages. Les familles des otages ont été reçues hier par Benyamin Netanyahou. Est-ce que l'offensive terrestre peut vraiment accélérer cette libération ? Depuis le début, les deux objectifs donc de l'offensive de Tsahal ont été clairement définis. C'est d'une part annihiler les capacités du Hamas, de continuer ses actions, ses actes terroristes contre la population israélienne, et d'autre part de tout faire en parallèle pour libérer les otages et qu'ils puissent tous revenir sains et saufs chez eux. Et évidemment, ce deuxième objectif est pris en compte par l'opération militaire et son élargissement, et nous espérons que même elle pourra contribuer au retour de ces otages à la maison. Le Hamas s'est dit prêt, quant à lui, à libérer les otages en échange de la libération de tous les prisonniers palestiniens retenus en Israël. Pour l'instant, Israël n'a pas souhaité répondre à cette provocation, entre guillemets. Est-ce que ça vous paraît envisageable ? Et je pense que c'est une nouvelle étape dans une manipulation cynique du Hamas concernant les otages. Je pense qu'il y a une exploitation psychologique terrible et révoltante du Hamas de la situation, du stress dans laquelle se trouvent les familles des otages. Donc je pense que c'est purement cynique et il n'y a rien de réaliste là-dedans. Sur le plan diplomatique, qu'est-ce qui se joue actuellement pour Israël ? Benyamin Netanyahou a dit qu'il ne prenait plus en compte les éléments de la communauté internationale. Toutefois, on voit ce qui se passe à l'ONU aujourd'hui. Est-ce que Israël prend en compte, notamment, par exemple, la dernière résolution qui a été votée vendredi, qui ne mentionne pas le Hamas et les otages israéliens ? Et nous, évidemment, nous avons exprimé ce que nous pensions de cette résolution. Qu'elle était infamante parce qu'elle ne présentait évidemment pas les aspects dont vous avez parlé. Israël parle avec ses alliés, parle avec la communauté internationale, mais finalement décide par elle-même ce qu'elle doit faire. Et dans ce contexte-là, les opérations menées par Israël donc, à Gaza font tout pour éviter de toucher, de faire du mal aux civils, prend en compte évidemment les aspects humanitaires, et pas plus tard ce matin, il y a quelques minutes, donc le porte-parole de Tsahal a annoncé que l'aide humanitaire qui pourrait rentrer à Gaza, par le sud de Gaza, allait augmenter de façon significative dans les prochains jours. Que répondez-vous aujourd'hui à ceux qui, en Occident notamment, parlent d'un génocide à Gaza ? Et évidemment, on repousse totalement cette affirmation infamante, et en fait essayer de retourner ce que le Hamas a voulu faire, et ce qu'il veut toujours faire par rapport à Israël et aux Juifs, alors que le Hamas vise tout d'abord les civils dans ces attaques. Israël fait tout pour éviter que les civils soient atteints. Donc, c'est des choses qu'on peut repousser qu'avec mépris. Le Premier ministre israélien a annoncé que cette guerre allait être longue. Quel est aujourd'hui l'état d'esprit des Israéliens ? Un état d'esprit d'unité, au-delà de ce qui a pu se passer pendant quelques mois en Israël. On est aujourd'hui vraiment dans un état d'esprit qu'il faut faire tout pour mettre fin aux agissements du Hamas, alors qu'on soit de gauche ou de droite ou du centre, qu'on soit religieux ou laïque,
qu'on soit druze, qu'on soit bédouin ou qu'on soit juif, on est tous ensemble pour mettre fin à ces attaques. Aujourd'hui, il y a eu, il me semble, des affrontements au moment de la perturbation d'une prière Chabad à Netanya par des étudiants arabes israéliens. Est-ce que les tensions aujourd'hui en Israël, justement, entre ces communautés sont fortes, et est-ce que c'est un enjeu qui est pris en compte aujourd'hui par Israël? Voilà, l'impression que j'ai, c'est d'abord que ces tensions sont beaucoup moindres que ce qu'elles avaient été dans la précédente opération. Et non seulement cela, nous voyons des manifestations, des événements de solidarité où toutes les communautés que j'évoquais précédemment se trouvent ensemble, notamment pour aider les soldats qui sont sur le front, qui sont en attente, pour leur fournir des choses dont ils ont besoin pour faire mieux face à la situation. Donc mon impression actuellement, c'est qu'on est vraiment plutôt dans un esprit d'unité, même si on peut toujours avoir quelques incidents ici et là. Est-ce qu'Israël est prête aujourd'hui à payer un prix fort, humain notamment, pour arriver à son objectif d'éradiquer le Hamas? Et malheureusement, toute guerre a son coût. Israël fera évidemment le maximum pour que le coût humain soit le plus faible possible pour l'armée d'Israël. Comme vous savez, tout Israélien a aujourd'hui, et peut-être tout Juif français a aujourd'hui un ou plusieurs soldats qui sont au front, ou qui sont en attente de combattre. Et donc, il est évident qu'Israël, que le gouvernement d'Israël, que les chefs de l'armée vont faire pour que le nombre de victimes, de blessés du côté de l'armée d'Israël soit au minimum. Mais malheureusement, les guerres ont un coût. Merci beaucoup d'avoir été notre invité sur RCJ, Daniel Alevi-Gotchel, conseiller aux affaires économiques à l'ambassade d'Israël à Paris. Merci à vous. Nous sommes à présent en ligne avec l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Avi Pazner. Bonjour. Bonjour. Avi Pazner, quelle est votre analyse du discours du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou hier soir? Bien, écoutez, le discours était bien. Il a donné un sens d'unité et aussi un sens là où Israël allait. Et c'était bien qu'il ait aussi répondu à des questions et qu'il était ensemble avec son ministre de Galán, son ministre de la Défense, et avec son nouveau partenaire, le ministre Gantz, a donné une image d'unité. C'est dommage que le Premier ministre a gâché tout ça avec son tweet cette nuit qui accusait le chef des renseignements israéliens et le commandant du Shabak de la responsabilité de ce qui est arrivé le 7 octobre. Il a immédiatement, bien sûr, après une heure ou deux, quand il s'est rendu compte de son erreur, il a enlevé le Twitter, mais le mal a été fait. Et il a gâché, je crois, toute la bonne volonté qu'il avait ramassée hier dans sa conférence de presse. Cette conférence de presse évoquait une guerre qui va être longue. Quels sont les risques pour vous de cette deuxième étape de la guerre, de cette incursion terrestre? Bien, écoutez, toute guerre comporte des risques, évidemment, parce que vous savez toujours comment vous commencez une guerre. Vous ne savez jamais où ça vous mènera, comment elle finira, mais je vois que pour le moment, le gouvernement et Tsahal et le cabinet de guerre agissent avec beaucoup de prudence. Nous avons commencé nos incursions terrestres à Gaza, pas dans une grande offensive, une invasion totale, mais en le faisant d'une manière graduelle qui pour le moment a bien réussi, car nous contrôlons en ce moment le nord de la bande de Gaza, ce qui nous laisse une ouverture vers Gaza-Ville au moment où nous le déciderons. Nous avons eu pour le moment 2 blessés, un grave
un léger. Il y a eu beaucoup de victimes de la part du Hamas, et pas seulement des terroristes tués, mais aussi des infrastructures détruites. Pour le moment, cette offensive se déroule très bien. Mais encore une fois, c'est une offensive limitée. Ce n'est pas l'offensive avec un grand O dont on parlait et dont on va encore parler. Pour le moment, c'est limité, mais je crois que cela fait pression sur le Hamas, justement à un moment charnière de nos contacts avec les Américains, avec d'autres facteurs pour la libération de nos prisonniers. Donc il y a ici un acte à deux trous. D'un côté, une pression militaire, de l'autre côté, des discussions qui continuent. Et pour le moment, comme vous pouvez le voir, on agit avec beaucoup de prudence. Est-ce que, de votre expérience, vous avez l'impression que le Hamas aujourd'hui est dans une guerre beaucoup plus forte que ce que ça peut être le cas précédemment, avec notamment tous ces lieux hautement militaires stratégiques qui sont placés sous des écoles, sous des hôpitaux? Comment arriver au bout de ça? Écoutez, c'est extrêmement compliqué, évidemment. Le Hamas, j'espère, qu'il sait que quand il a effectué ce massacre du 7 octobre, ouvrait pour soi-même les portes de l'enfer, même si l'enfer est situé au-dessous de l'hôpital Shifa, à Gaza ou dans d'autres locaux humanitaires. Nous allons, ça va prendre du temps, mais nous allons découvrir, nous allons détruire toutes les caches du Hamas et tous ceux qui s'y trouvent. Et là, évidemment, il faudra beaucoup de patience parce que on est habitué à des guerres ici de 6 jours ou même de 3 semaines, comme la guerre de Yom Kippour ou la guerre de 6 jours. Mais ça, c'est une guerre qui prendra du temps. Et aussi, je crois, une des conséquences de cette guerre sera que le Hamas lui-même sera détruit, mais il est extrêmement important qu'Israël évite autant que possible, premièrement, les victimes civiles palestiniennes, et ce qu'il y a de plus important, le plus important pour nous, c'est qu'il y ait le moins de possible de victimes israéliennes, de soldats tués dans cette opération. Nous avons maintenant enterré plus que 300 soldats et soldates face au crime du 7 octobre. C'est un nombre immense pour nous, immense, douloureux, traumatique. Et nous voulons maintenant conduire une opération qui, d'un côté, comme je vous l'ai dit, détruira l'infrastructure du Hamas, sa capacité de régner sur Gaza, mais de l'autre côté, préserve autant que possible la vie des soldats israéliens. Et je retourne encore une fois là à ce que je vous ai dit tout à l'heure, la prudence de cette opération militaire qui est de grande envergure, mais qui n'est pas une attaque complète contre Gaza dont on parlait il y a encore une semaine ou deux. Pour finir, Avi Pazner, quelle est la perspective à plus long terme pour Gaza, territoire, je le rappelle, dont Israël s'était retiré en 2005? Je crois que personne n'a envie en Israël, après notre victoire sur le Hamas, qui viendra bien évidemment, personne en Israël, je crois, ne veut contrôler la bande de Gaza. Et là, il faudra trouver une solution, peut-être en accord avec l'autorité palestinienne, si elle en est capable, ou bien alors un régime international, sous l'égide de l'ONU, par exemple, ou peut-être des pays arabes qui ont des relations avec Israël, il y en a 5 ou 6, et qui enverraient les forces nécessaires pour contrôler cette bande.
Mais en aucun cas, un retour du Hamas, en aucune forme et en aucun cas, à Gaza, et non plus une occupation israélienne qui nous retournerait 40 ans en arrière, où nous devons faire face aux besoins d'une population civile, la santé, l'éducation, le nettoyage, etc. Ça, nous ne voulons pas le faire. Mais pour l'instant, je dois vous dire que nous sommes tous concentrés sur une chose: comment atteindre la victoire, comment décapiter ce Hamas Daesh qui nous a frappés tellement cruellement, et comment éviter autant que possible la mort de soldats israéliens. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur RCJ. Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en France. Merci à vous. Merci. Et nous sommes à présent avec Paul Amar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous avez notamment dirigé la rédaction de France 2, vous êtes un fin connaisseur de la situation au Proche-Orient. Paul Amar, vous vous êtes exprimé il y a quelques jours sur le silence qui règne en France quant au sort des otages israéliens, parmi lesquels certains franco-israéliens. Pourquoi cette mobilisation ne prend-elle pas aujourd'hui ? Je suis frappé par le contraste entre la mobilisation qui avait eu lieu lorsque nous avions des otages français au Liban. D'ailleurs, parmi eux, des journalistes, il y avait un élan de solidarité absolument exceptionnel dans les années 80-90. Et là, silence total. Alors, je vais être honnête, je ne pense pas que les Français soient antisémites, pas du tout. Je pense qu'il s'agit là, pour reprendre une expression de la Ve République, d'une majorité silencieuse. D'ailleurs, un sondage publié par Le Figaro hier, je crois, ou avant-hier, dit que la plupart des Français sont extrêmement choqués par la barbarie qui s'est produite le 7 octobre en Israël. Pour autant, ils ne vont pas dans la rue. Et d'ailleurs, je note, et c'est pour ça qu'il faut déconnecter cette situation de la seule question juive. Je note qu'ils ne sont pas descendus de la rue lorsque un enseignant, Dominique Bernard, a été sauvagement assassiné par un jeune islamiste tchétchène. Ils ne sont pas descendus de la rue et j'observe que malheureusement, la rue est aujourd'hui occupée par, je vais dire les pro-palestiniens très vite, mais je vais ajouter par notamment les pro-Hamas. Les rues de Paris, de Hambourg, de Londres, de Madrid et d'autres villes européennes sont occupées par ces manifestants qui veulent à tout prix changer la perception de la situation et qui veulent faire oublier aux opinions publiques européennes les massacres du 7 octobre qu'il ne faudra jamais oublier. Justement, vous dites que les gens ne sont pas antisémites. Toutefois, dans ces manifestations dont vous parlez, à Londres, Hambourg, Paris, avec des manifestants qui attaquent des policiers en criant Allahu Akbar, par exemple, avec une jeune fille qui tient une pancarte incitant à garder le monde, je cite, propre, avec un drapeau d'Israël dans la poubelle. Il y a de l'antisémitisme en fond. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la haine d'Israël et par extension la haine du juif qui quand même se répand dans ces moments-là, dans ces endroits-là ? Alors, pardonnez-moi, j'ai du mal à m'exprimer. J'ai dit que la majorité des Français n'étaient pas antisémites. J'évoquais la situation et les convictions des Français, on va dire, d'origine européenne. Je ne suis pas dupe. Il y a aujourd'hui un antisémitisme islamiste. Voilà. Je ne veux pas dire musulman pour faire preuve de discernement, mais un antisémitisme islamiste affiché. D'ailleurs, les massacres du 7 octobre nous apportent la preuve qu'aujourd'hui, une très forte minorité musulmane, en France comme en Europe, est aujourd'hui antisémite. Quand on entend mort aux juifs, c'est de l'antisémitisme. Quand en 2014, et c'est pour ça que je comprends la décision du préfet Nunez qui avait interdit la manifestation d'hier, on a oublié qu'en 2014, quand une manifestation prétendument pacifique a tourné en émeute autour de la synagogue de la rue de la Roquette, à Paris, on a oublié qu'une manifestation prétendument pacifique a détourné en émeute à Sarcelles, où des islamistes étaient aux portes des immeubles où habitaient des familles juives et menaçaient d'entrer. Heureusement, l'intervention de la police les en a empêchés. Il y a un antisémitisme très clair. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé en Israël nous renvoie à deux tragédies, celle de la Shoah, évidemment, mais aussi, et là c'était un antisémitisme européen, allemand, nazi,
mais aussi au pogrom, ça on ne le dit jamais, et les historiens se gardent bien de le mentionner, au pogrom qui s'était produit en Algérie. Moi je suis né en Algérie, et ma famille a subi des pogroms organisés par des musulmans qui faisaient des descentes, notamment dans les rues de Constantine, le fameux pogrom de 1934 où il y avait eu 26 morts. Il y a eu déjà, avant la Shoah et après la Shoah, des pogroms organisés par des hordes de musulmans qui s'en prenaient aux juifs. Eh bien, ce processus algérien que moi j'ai subi, moi-même j'étais blessé dans un attentat, donc je sais de quoi je parle, ce processus algérien est en train de se produire en France. Et c'est absolument une honte, et c'est extrêmement grave que certains médias fassent preuve de déni et ne veulent pas voir qu'il y a un danger énorme dans notre pays et qui pourrait aboutir un jour à un risque de guerre civile. Vous parlez des pogroms et de l'autre côté, il y a aujourd'hui une inversion qui s'opère en évoquant un génocide à Gaza, des nettoyages ethniques, notamment par la France insoumise. Est-ce que vous avez déjà été témoin de ces ressorts de renversement qui attribuent à Israël une Shoah en réalité ? Mais c'est quasiment pavlovien. Ça s'est toujours passé de cette façon. Comme j'ai dirigé les 3 rédactions anglaises, arabes et françaises d'I24 au Proche-Orient pendant 2 ans, j'ai observé de près ce processus. C'est pavlovien. Séquence numéro 1, attentat ou tentative d'attentat. Un Palestinien va tenter de tuer ou tue, voiture bélier, poignard, bombe, tue un ou des Israéliens. Séquence numéro 2, l'armée israélienne réagit et va, non pas tuer des Palestiniens et encore moins des civils en Cisjordanie ou ailleurs, mais va démolir la maison de la famille de l'auteur de l'attentat identifié. Séquence numéro 3, les Palestiniens du Hamas par exemple, ou d'autres, et leurs supplétifs, je dis bien leurs supplétifs français, par exemple les insoumis, vont dire « Ah, agression de l'armée israélienne contre la Palestine occupée » et oublie délibérément la séquence numéro 1. Eh bien, c'est ce qui s'est passé le 7 octobre. Séquence numéro 1, c'est le massacre des terroristes et des assassins vont tuer des vieillards, des enfants, des bébés décapités, vont violer des femmes, évidemment, émoi dans le monde entier, émoi évidemment justifié, effroi dans le monde entier, mais je savais que la séquence numéro 2 allait vite arriver, et l'armée israélienne ne pouvait pas ne pas réagir à cette barbarie. Donc, a réagi. Et séquence numéro 3, que se passe-t-il dans les rues de Paris, de Londres, de Madrid, de Hambourg, de Rome ou d'autres capitales européennes? Eh bien, que se passe-t-il dans ces villes-là? On ne retient que la séquence numéro 2, la réaction de l'armée israélienne. C'est d'une perversité sans nom. Sur justement cette question du traitement médiatique qui revient fréquemment quand on conflit israélo-palestinien. Hier, l'AFP a publié une déclaration dans laquelle elle évoque une règle ancienne de ne pas reprendre les qualificatifs de terroristes pour les organisations telles que le Hamas. Est-ce que c'est quelque chose qui se justifie d'un point de vue journalistique ? Absolument pas. Absolument pas. Ok, donc le Hamas n'est pas terroriste. Décapiter un bébé, ça n'est pas un acte terroriste, c'est un acte résistant. Violer une jeune fille devant ses parents, qu'on va ensuite brûler vif, c'est un acte, ça n'est pas un acte terroriste, c'est un acte résistant. Eh bien, que l'AFP continue dans cette logique-là et qu'elle considère Daesh comme une organisation résistante, Al-Qaïda comme une organisation résistante, Boko Haram comme une organisation résistante. Je suis extrêmement choqué par ce traitement de l'information, extrêmement choqué d'ailleurs de constater que l'Union européenne, qui, elle, qualifie, tout comme la France, le Hamas d'organisation terroriste, n'adresse pas une sorte d'avertissement à l'agence France-Presse en lui demandant de reprendre ce qualificatif décidé par les législateurs français ou européens. Aujourd'hui, il y a donc un besoin quand même d'apaisement assez fort en France sur la question des otages et des franco-israéliens tués aussi par le Hamas le 7 octobre. Le président de la République a évoqué la possibilité d'un hommage national rendu à ces 30 Français. Est-ce que c'est utile, est-ce que c'est nécessaire et est-ce que vous voyez d'autres perspectives justement d'apaisement sur ces questions-là ? C'est nécessaire, ça n'est pas efficace. C'est nécessaire parce qu'il s'agit, pour reprendre les mots du chef de l'État, d'unir les Français, et je pense que c'est une de ses missions,
extrêmement difficile aujourd'hui parce qu'on sent bien une cassure entre les Français sur ces questions-là. Ça n'est pas efficace parce que je ne prendrai qu'un seul exemple. Les assassinats de plusieurs enfants dans l'école aux Erratoras de Toulouse, je crois que c'était en 2012. Plusieurs enfants assassinés de sang-froid par un homme dont je n'ai jamais, moi, quand j'étais en exercice notamment, prononcé le nom. Un salopard, un assassin, qui a tué de sang-froid des adultes, mais aussi des enfants. Il y a eu une minute de silence, il y a eu un hommage, et puis après, silence. Est-ce que ça a empêché d'autres terroristes d'assassiner le père Hamel dans une église, d'assassiner 2 policiers devant leurs enfants, dans leur maison, d'assassiner des journalistes de Charlie Hebdo, d'exécuter des jeunes, comme d'ailleurs en Israël pour la Rave Party, qui écoutaient de la musique au Bataclan? Est-ce que ça les a empêchés d'assassiner, d'égorger Samuel Paty? Non. Je pense que le gouvernement, comme tous les gouvernements précédents, n'a pas pris la mesure du danger. Je ne vais plus parler d'Israël, mais du danger. Tsahal est là pour défendre les siens. Du danger qui menace la France aujourd'hui, du danger qui menace l'Europe aujourd'hui. La courbe démographique est telle, la propagande est telle, appuyée par certains groupes français comme le nouveau parti anticapitaliste, comme les Insoumis est telle qu'il y a un danger. C'est pour ça que je parle. Vous savez, j'étais sous les radars depuis plusieurs années, invisible. J'avais fui la lumière. Je ne m'exprimais plus du tout. Et là, je sens ce besoin irrépressible de parler parce que je sens ce danger poindre et menacer l'équilibre si fragile de notre pays et des démocraties. Ils s'en prennent aux juifs, ils s'en prennent aux catholiques, ils s'en prennent aux enseignants, ils s'en prennent aux policiers, ils s'en prennent aux journalistes, ils s'en prennent aux élus. Ça veut dire qu'ils s'en prennent à ce qui fait notre ADN, la démocratie, la République, nos valeurs. Et c'est ça qui est aujourd'hui le risque le plus grave qui pèse aujourd'hui sur les démocraties, que je trouve de ce point de vue, je dis bien de ce point de vue, extrêmement faible. Et un grand merci de vous être exprimé à notre antenne sur RCJ, Paul Amar. Merci. C'est la fin de cette édition spéciale Israël. Il est 11h46. Retrouvez dans un instant l'émission Pile Poule présentée par Marc Wielinski. Et on se retrouve demain pour la suite des informations en lien avec la situation en Israël. Je vous souhaite une bonne journée à l'écoute de RCJ. Édition spéciale.